Là, est-ce que c'est Donc, mon Miguel, c'est à toi de présenter Janie. qu'on voit mon PowerPoint? C'est-tu... Oui. OK, c'est bon. Ok, bonjour à tous. On est aujourd'hui ici pour assister à l'examen doctoral de Yannick Lavoie, étudiant supervisé par Yves Bergeron et moi-même. Et le comité d'encadrement se composait essentiellement par Nicole Fenton et Hubert Morin. L'examen doctoral, c'est un des moments plus importants du doctorat, c'est le test plus important. Yannick a travaillé pendant 2 mois pour répondre à une grande question de recherche avec la théorie écologique qu'on connaît. Et elle a comme entre 30 et 35 minutes pour répondre à la question comment les pratiques d'aménagement forestier pourraient, elles, modifier le régime de perturbations naturelles en forêt boréale. Discuter des effets potentiels sur la productivité et la biodiversité dans un constant de changement global. Bonne chance et Merci à tous d'être là, puis bonne année à ceux que je n'ai pas eu le temps de le dire encore. Donc, la forêt boréale est présente sur un vaste territoire mondial, soit 30 de la superficie terrestre. Elle est présente ici en Amérique du Nord, mais aussi du côté européen et asiatique, donc en Eurasie. Et elle est dominée par les peuplements de conifères principalement, et les écosystèmes sont diversifiés et très productifs. Les écosystèmes boréaux amènent beaucoup de services écosystémiques, dont social par la chasse, par exemple, ou aussi l'habitat qu'elle peut nous fournir. Aussi au niveau écologique par la régulation des cycles biogéochimiques, mais aussi par la biodiversité que les écosystèmes représentent, mais aussi sur le point de vue économique, parce que l'exploitation de la forêt boréale représente 33 de l'approvisionnement mondial des ressources forestières. Donc, c'est quand même bien. Les écosystèmes forestiers boréaux sont aussi caractérisés par la présence fréquente des perturbations naturelles. De notre point de vue, à nous humains, on peut se dire, ben OK, mais c'est négatif ça, les perturbations naturelles. Mais d'un point de vue écologique, ça ne l'est pas vraiment, parce que le passage irrégulier, on va dire, des perturbations naturelles va créer une mosaïque particulière, et c'est ça qui va rendre les écosystèmes riches et diversifiés au niveau de la structure. Le passage aussi irrégulier, on va dire, des perturbations naturelles a permis au cours du temps aux écosystèmes boréaux d'acquérir une grande résilience à ces perturbations-là. La résilience, c'est quoi? C'est la capacité des écosystèmes à maintenir les caractéristiques fonctionnelles et structurelles essentielles à la suite d'une perturbation. Et ça peut aussi être défini comme, dans le fond, la résilience peut être définie comme réfère à la tolérance des écosystèmes à un degré de perturbation, et c'est la magnitude de cette perturbation-là qui va dicter la trajectoire que va prendre l'état final, l'état suivant, la transition vers l'état suivant. La résilience, ça peut être caractérisé par une mémoire écologique. La mémoire écologique, c'est quoi? Mais c'est l'acquisition de deux héritages. Le premier, c'est l'héritage d'information. Ça, c'est les adaptations des espèces. Donc, par exemple, ici, on voit un pin rouge que quand, dans le fond, il va avoir un feu de surface, bien, le pin rouge, lui, il est adapté à ça. Donc, il ne brûlera pas. Le fait qu'il ne brûle pas, il va pouvoir transmettre cette résilience-là, puis aussi cette information-là à sa descendance. Puis ça va permettre, dans le fond, qu'il survit, puis qu'il est adapté à cette perturbation-là. Par contre, le sapin, lui, il n'est pas du tout résistant. Fait que quand il va avoir un feu de surface, il va brûler. Fait qu'il ne sera plus présent. Ensuite, il y a aussi l'héritage matériel. Ça, c'est quoi? C'est directement les caractéristiques du peuplement qui sont laissées à la suite de la perturbation. Donc, encore une fois, ici, lors d'un feu de surface, le passage du feu, il va faire quoi? Il va conserver les arbres semenciers, il va exposer le sol minéral, il va éliminer la compétition qui, elle, n'est pas résistante, n'a pas acquis d'adaptation à ça, fait qu'elle brûle. Et il va aussi avoir l'ouverture de la canopée, et ça va permettre au peuplement de pins rouges de poursuivre et de résilier, d'être résilient à cette perturbation-là. Donc, il va aussi avoir une notion importante que c'est comme l'adaptation, en tout cas le lien qu'il va avoir entre les deux. Parce que si un mauvais, pas un mauvais, mais un héritage matériel différent, les espèces ne seront pas adaptées à ce nouveau matériel-là. Donc, qu'est-ce qui est important aussi à se souvenir, c'est que les conditions avant la perturbation vont être
importante parce que c'est aussi ça qui va dicter un peu le matériel qui va être laissé par la perturbation. C'est aussi possible de perdre cette résilience-là. Comment? Ben, par une nouvelle perturbation, mais aussi par le changement dans les régimes de perturbation. Comme un exemple, si on change le feu de surface en feu de couronne, ben, cette fois-là, ben, même les pins rouges vont mourir, puis ça va faire une transition vers des peuplements plus de feuillus qui, eux, ben, vont pouvoir se régénérer de manière végétative par les racines, dans le fond. Ensuite, il y a aussi l'interaction entre plusieurs perturbations qui pourraient engendrer une perte de la résilience et aussi l'interaction climat et perturbation. Donc, pourquoi qu'on perdrait la résilience? Ben, il y aurait un manque d'adaptation aux nouvelles conditions et ça pourrait compromettre la productivité et la biodiversité des écosystèmes. Parmi les nouvelles perturbations, ben, moi, j'ai décidé de classer l'anthropisation des écosystèmes dans cette catégorie-là parce que même si ce n'est pas une perturbation naturelle, mais l'exploitation intensive des écosystèmes a mené à l'anthropisation des écosystèmes. Donc, l'exploitation intensive a modifié les écosystèmes et a amené un nouveau matériel. Donc, a rajeuni les forêts, a aussi homogénéisé le territoire sur un vaste étendue. Ça a aussi engendré une raréfaction des vieilles forêts et ça a changé la composition des peuplements. En sachant que les changements climatiques vont modifier les régimes de perturbation et engendrer, dans le fond, une perturbation au niveau de la productivité et de la biodiversité, on pourrait aussi se demander ben, comment les aménagements forestiers pourraient aussi modifier les régimes de perturbation naturelle. Pour répondre à cette question-là, ben, moi, j'ai décidé de me poser 4 nouvelles questions pour diriger un peu ma recherche bibliographique. Donc, comment les régimes de perturbation peuvent être modifiés? Ensuite, comment les anciens régimes d'aménagement pourraient influencer les écosystèmes? Quelles sont les conséquences des changements climatiques sur les perturbations naturelles? Et c'est quoi l'interaction de toutes ces perturbations-là ensemble? Donc, à ça, mais dans le fond, je me suis identifié 4 axes de recherche que là, j'ai permis de mieux cibler ma recherche bibliographique. Donc, pour ce qui est du plan de présentation aujourd'hui, ben, je vais vous parler des perturbations naturelles en forêt boréale. Ensuite, je vais amener un petit peu c'est comment que les aménagements forestiers ont vraiment changé le territoire, dans le fond, comment les changements climatiques pourraient et vont changer les perturbations naturelles. Puis, je vais discuter aussi pour répondre bien à mes questions de recherche. D'abord, les perturbations naturelles. Bien, comme je l'ai dit, d'un point de vue de notre œil à nous, on pourrait s'attendre que c'est désastreux quand il y a des perturbations naturelles, mais au niveau écologique, ce n'est pas vraiment le cas. Ça va assurer le moteur de succession des écosystèmes en assurant les processus écologiques. Ça va aussi permettre un patron spécifique, là, un patron hétérogène à l'intérieur du paysage forestier. Et l'état de référence des régimes, donc ce à quoi les écosystèmes se sont adaptés et ont évolué, mais ça va favoriser la biodiversité et la productivité en maintenant la diversité structurelle, une mosaïque diversifiée et en conservant aussi des micro-habitats à l'intérieur des peuplements. Pour la forêt boréale, il y a plusieurs perturbations, mais les plus importantes, c'est le feu. Ensuite, il y a les épidémies d'insectes. Ici, en Amérique du Nord, l'insecte le plus dévastateur de la forêt boréale, c'est la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Et en Europe, c'est le typographe européen de l'épinette. Donc, je vais me concentrer sur ces 2 épidémies d'insectes-là, parce que sinon, ça ne durerait pas que 30 minutes. Donc, pour ma présentation, j'ai décidé de parler du feu, des insectes, mais aussi du vent, que ça représente quand même une perturbation assez importante, surtout en Europe. En tout cas. Un régime de perturbation, c'est quoi? C'est un résumé historique du passage, de la dynamique spatio-temporelle du passage des différentes perturbations. Donc, chaque régime de perturbation sont caractérisés par la fréquence entre les événements perturbants. Il y a aussi l'intensité. Donc, par exemple, comme pour le vent, ça va être la vitesse du vent, ou pour le feu, ça peut être la chaleur qui est dégagée. La sévérité, c'est tout ce qui touche le biotype, donc le pourcentage de morts, la réduction de croissance, etc. Ensuite, il y a aussi la taille, la durée d'un événement et le matériel laissé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exposition du sol minéral, les individus touchés ou pas par l'événement. Ces caractéristiques-là peuvent être modifiées par le climat, mais aussi par l'individu lui-même. L'arbre, il peut être affecté différemment à la perturbation. Il y a aussi les caractéristiques du paysage forestier et il y a aussi le passage des autres perturbations naturelles. Pour le climat, j'en parlerai pas tout de suite dans cette section-là parce que je vais déjà quand même bien en parler dans la section changement climatique.
Donc maintenant, je vais vous faire un petit résumé, mais je ne parlerai pas trop longtemps du feu. Tout ce que je veux qu'on se souvienne, c'est que qu'est-ce qui va faire en sorte de vraiment jouer sur le régime du feu? Ça va être la matière combustible. Donc, tout ce qui va modifier la matière combustible va venir modifier aussi le régime de perturbation du feu. Donc, tout ce qui touche l'état hydrique de la matière combustible, la quantité aussi disponible, puis la répartition spatiale, soit verticale ou à l'intérieur même du feu. Donc, si on regarde au niveau de l'arbre, ben, les conifères sont en général plus secs, par exemple, que les feuillus, donc ils sont plus inflammables. Et aussi, souvent, dans les peuplements de conifères, les feux vont être peut-être plus intenses parce que dans le fond, là, les conifères, souvent leurs branches vont venir toucher le sol. Fait qu'un feu de surface peut se transformer assez rapidement en feu de couronne. Et dans les études, les épinettes de Norvège en Europe, les peuplements d'épinettes de Norvège ils ont été démontrés comme étant moins inflammables que les peuplements de pins sylvestres. Ensuite, il y a aussi les anciens régimes de perturbation. Exemple, si la tordeuse émergente d'épinette qui passe, ça rend le peuplement, ben, ça va tuer plus d'individus et là, la matière va être plus sec. Donc, ça pourrait augmenter la dispersion du feu et le feu tout court. Ensuite, pour ce qui est du vent, c'est une perturbation assez difficile à prévoir. Mais qu'est-ce qu'il faut se souvenir, c'est que les arbres sont souvent exposés à une certaine force de vent et sont capables de s'acclimater. Donc, avec cette acclimatation-là, à une certaine force de vent, il n'y aura pas de dommages où ils vont être moins importants. Par contre, si la force du vent augmente et devient plus grande que ce à quoi les individus étaient habitués, c'est là que les dommages ils se mettent à apparaître. Donc, quand il va y avoir des changements soudains de l'exposition du vent, c'est là que l'acclimatation ne sera plus capable, mais dans le fond, les arbres ne seront pas assez acclimatés et c'est là que les dommages du vent vont se mettre à apparaître. Donc, au niveau justement des caractéristiques du peuplement, c'est quand il va y avoir un effet de bordure qui va être créé. Donc, en tout cas, je vais en parler plus tard, mais quand il va y avoir un effet de bordure, les individus qui vont être dans les bordures vont être plus exposés au vent, de manière plus fréquente. Ils vont passer d'un « Ah, là, je suis couvert, je suis dans un peuplement » à « Ah, là, je suis en bordure ». Fait qu'ils seront plus capables de résister à la force de vent, la nouvelle force de vent. Justement, tandis que dans les peuplements où il y a un couvert constant, mettons, ben, là, le vent il va avoir moins d'impact. Par rapport aux perturbations naturelles, c'est justement quand il va y avoir un changement d'exposition que là, ben, le vent va se mettre à avoir plus d'impact. Ensuite, pour ce qui est des épidémies d'insectes, ils sont d'origine biotique. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Ça va être la performance biologique de l'insecte. Donc, tout ce qui va toucher la performance de l'insecte, c'est là que ça va venir modifier le régime de perturbation. Donc, tout ce qui touche le côté alimentation, performance d'alimentation, de reproduction, mais aussi de déplacement. Pour la tordeuse des bourgeons de l'épinette, c'est une espèce défoliatrice. Les épidémies sont cycliques, ça c'est bien connu, c'est cyclique. Et ces autres sont le sapin, l'épinette blanche et l'épinette noire mature. Et un point à se souvenir, c'est que le sapin, lui, il va avoir un synchronisme phénologique avec l'insecte. Donc, le bourgeon, quand il va émerger au printemps, ça va concorder avec l'arrivée, dans le fond, des larves d'insectes. Donc, la nourriture va être disponible au bon moment, en quantité suffisante, pour pouvoir permettre une bonne alimentation des insectes. Tandis que l'épinette noire, lui, ben, il est désynchronisé par rapport à ça. Donc, ça va le protéger, en quelque sorte, de la défoliation. Ensuite, pour ce qui est du typographe, lui, c'est une espèce qui va creuser des tunnels à l'intérieur du bois, ce qui va altérer la qualité du bois. Les épidémies sont plutôt périodiques parce que ça va dépendre de la ressource. Puis c'est difficile à prévoir justement parce que, vu que c'est lié à d'autres perturbations, c'est là que ça va être difficile un peu à prévoir. Ces autres préférentiels, c'est l'épinette de Norvège, mais les épinettes de Norvège qui sont soit fraîchement morts ou bien affaiblis. Comment ça fonctionne un peu les épidémies du typographe? J'ai fait un petit résumé bien bref. Dans le fond, là, ils vont être présents en population endémique dans le peuplement, mais c'est quand il va y avoir des perturbations comme un chablis, par exemple, où la quantité d'arbres morts va augmenter et ou être beaucoup plus affaiblie, que là, la population va augmenter. Parce que là, il va y avoir une plus grande quantité de ressources alimentaires, fait que la population va augmenter et c'est là qu'il va y avoir une épidémie de cet insecte-là. Donc, si on regarde encore nos caractéristiques, mais pour les deux insectes, la présence
des arbres hôtes, l'arbre va être important vu qu'ils ont des hôtes préférentiels. Dans un même ordre d'idée, la présence mais dans le fond, quand les peuplements vont être dominés par ces peuplements-là, les épidémies vont être beaucoup plus importantes que dans des peuplements mixtes. Déjà, dans les peuplements purs, le déplacement de l'insecte va être diminué, donc il va moins mourir en lien justement avec le déplacement. Dans les peuplements mixtes, il va y avoir plus de déplacement, donc plus de mortalité des insectes, mais aussi il va y avoir beaucoup plus de prédateurs. Les prédateurs vont être plus efficaces dans ce milieu-là où les peuplements sont mixtes. Pour ce qui est du typographe, les autres perturbations naturelles sont aussi importantes parce que, comme je l'ai dit, quand il va y avoir, mettons, beaucoup de vent, ça va occasionner une forte épidémie, dans le fond, du typographe. Maintenant, pour ce qui est des aménagements forestiers, moi, je me suis concentrée principalement sur les coupes totales qui ont changé un peu de nom puis qui s'appellent aujourd'hui la coupe avec protection de la régénération et des sols. Ces deux types de coupes-là, c'est vraiment les principales utilisées sur l'ensemble du territoire. Ensuite, je vais parler de la coupe partielle et de la plantation. Cet élément que je voulais mettre en évidence ici, c'est que la CPRS et la coupe partielle, c'est des coupes alternatives qui sont basées sur les perturbations naturelles. Bon, maintenant, comment ces coupes-là ont modifié le territoire? La coupe totale a eu plusieurs effets. Déjà, au niveau, mettons, de la Scandinavie et de Fénoscandie, en tout cas côté européen, la coupe totale a permis de favoriser les peuplements de pins sylvestres. Ici, au Québec, il y a eu deux effets, selon là où on a fait de la coupe. Plus au sud de la forêt boréale, les peuplements se sont convertis, on va dire, en peuplements de feuillus, tandis qu'au nord, dans les paissières, ça va être les peuplements préétablis, donc des pins, des épinettes, excusez, ou des sapins qui vont être favorisés. Donc, le matériel qui est hérité de cette coupe-là, c'est des peuplements à dominance de pins sylvestres en Europe et des peuplements de sapins ou d'épinettes ou de feuillus ici au Québec selon la zone géographique. Ensuite, au niveau de l'âge, c'est un âge uniforme parce que quand on coupe tout, qu'est-ce qui pousse? Ça a pas mal le même âge. Ensuite, pour ce qui est de la structure interne, ça va unifier pour ce qui est de la composition et de l'âge. Ça va aussi réduire la densité comparée au peuplement naturel et ça va réduire les micro-habitats parce que là, on va vraiment tout éliminer. Et les micro-habitats, par exemple, qui sont liés au bois mort, si on enlève tout, il n'y en aura plus. Sur le point de vue de la mosaïque du territoire, qu'est-ce que ça a fait? C'est que plutôt que de conserver des différents peuplements, ça l'a unifié l'ensemble du territoire et ça l'a homogénéisé une grande partie du territoire où les coupes ont eu lieu pas mal en même temps et le même type de coupe. Ensuite, souvent, souvent, ça dépend, mais souvent, les coupes totales sont suivies d'une plantation. Ça a eu un effet similaire parce qu'on a favorisé certaines espèces. En Europe, on a favorisé le pin sylvestre, tandis qu'ici, c'est le pin blanc qu'on a voulu favoriser. Donc, un peu comme pour la coupe totale, qu'est-ce que ça a fait? Ça va avoir encore plus un effet d'unifier la composition parce que là, c'est vraiment axé sur une espèce. Ça a aussi unifié l'âge parce que les arbres, quand on les plante, sont pas mal le même âge. Et au niveau de la structure, c'est structure uniforme pour ce qui est de l'âge et de la composition. Ça va aussi, dans le fond, la densité, ça va être une densité optimale pour la croissance des arbres, mais ce n'est pas nécessairement similaire. En tout cas, ça va être différent que ce qu'on peut trouver en nature. Ça va aussi réduire les micro-habitats. Pour ce qui est de la mosaïque, ça va avoir un effet similaire aux coupes, mais cette fois-là, qu'est-ce que je pourrais ajouter? C'est que quand on plante, ça va être souvent des lignes relativement droites, plus droites que si c'est l'arbre qui pousse lui-même. Ensuite, pour ce qui est de la coupe partielle, là, on a conservé des bandes de forêt. Donc, ça a un effet sur la régénération, dans le fond, qui va, en tout cas, je vais tomber tout de suite sur, ça va favoriser la régénération préétablie, surtout dans les peuplements de conifères où le sapin, lui, va venir coloniser le sous-couvert et quand on va couper, c'est lui ou l'épinette qui va pouvoir pousser. Dans ces coupes-là, ça va vraiment favoriser les espèces qui sont tolérantes à l'ombre, qui ont déjà pu coloniser le sous-couvert. Donc, ici, il va moins avoir un effet d'enfeuillement. Donc, enfeuillement, c'est la colonisation du peuplement par les feuilles.
pour le matériel hérité, ben, la composition va être mixte. Mixte, mais dans ce sens-là, je n'entends pas mixte feuillu conifère, mais j'entends mixte d'espèces. Mais ça va quand même favoriser les espèces tolérantes à l'ombre pour les prochaines générations. Ensuite, pour l'âge, ça va être un âge mixte parce qu'il va y avoir les arbres matures qui n'ont pas été coupés, les nouveaux qui vont pousser. En tout cas. Fait que ça va avoir une belle structure d'âge hétérogène. Ensuite, pour ce qui est de la structure interne, ça va avoir une structure irrégulière au niveau encore de la composition et de l'âge. La densité va rester similaire au peuplement naturel. Et ici, on va favoriser les micro-habitats. Donc, quand on va laisser des sections non coupées, mais il va pouvoir avoir les arbres morts qui vont pouvoir rester. Puis ça va créer des micro-habitats. Sur la mosaïque du territoire, ça va permettre de conserver une certaine hétérogénéité à l'intérieur du territoire, contrairement aux coupes totales, par exemple. Donc, en bref, si je résume tout ça, là, la coupe principale, c'est la coupe totale. Donc, ça a eu un effet sur l'homogénéisation du territoire. Et l'ensemble des aménagements, ça a eu quand même un changement dans les caractéristiques du peuplement, ce qui a trait à la composition, mais là aussi la répartition spatiale des arbres dans le peuplement, sur la structure d'âge et la structure interne. Maintenant, pour les changements climatiques, il y a beaucoup d'effets qu'on sait déjà qu'il va y avoir. On sait que ça va modifier la distribution spatiale des individus, des espèces, vers le nord, par exemple. Ça va décaler. Il va y avoir une modification phénologique. Donc, avec le réchauffement climatique, les arbres pourraient débourrer plus tôt au printemps, par exemple. Ça va jouer sur l'interaction entre les espèces. Et on sait aussi qu'il va y avoir des modifications sur les régimes de perturbation naturelle. Et ça pourrait altérer l'équilibre des écosystèmes. Bon, maintenant, l'augmentation des températures, qu'est-ce qu'on s'attend un peu qui va... là, je l'ai un peu résumé vite fait, là, mais j'ai fait un beau petit schéma pour le résumer encore mieux. Donc, on s'attend qu'avec l'augmentation des températures, la phénologie des épinettes soit devancée au printemps. On s'attend aussi qu'il y ait plus de stress sur les arbres. On s'attend aussi que ça cause plus de dommages liés au vent et aussi qu'il y ait plus de feu. Ensuite, on s'attend aussi que les larves, les insectes soient plus performants, donc les épidémies soient plus intenses, mettons. Et on s'attend aussi qu'il y ait plus d'interaction entre les diverses perturbations. Parce que justement, s'il y a plus de vent, il va y avoir plus de scolites. S'il y a plus de scolites, il y a plus de risque de feu, par exemple. Donc, comme je l'ai dit, les perturbations naturelles sont quand même assez sensibles aux modifications de température. Et ça pourrait vraiment influencer la résilience des écosystèmes et la productivité, la biodiversité des écosystèmes également. Ensuite, pour ce qui est de l'augmentation des précipitations, je sais pas. Là, on pourrait se dire, OK, mais là, il y a plus de précipitations, fait qu'il va y avoir moins de feu. Mais au final, il va y avoir quand même plus de vent et de stress des arbres. Ça va occasionner plus d'épidémies de scolites, par exemple. Et ça pourrait aussi avoir un effet d'augmenter les feux. Donc, au final, même si on s'attend que directement ça va réduire les feux, au final, on ne sait pas trop c'est positif ou négatif. C'est ça, l'interaction entre. Ensuite, c'est ça, comme tantôt, ça pourrait affecter la résilience des écosystèmes. Pour ce qui est de la diminution des précipitations, ça va encore engendrer un stress chez les arbres. Ensuite, ça pourrait augmenter les feux. Ça va aussi augmenter les effets causés par le vent. Et ça va aussi augmenter l'interaction entre le stress, en tout cas, et le vent. Et tout ça pourrait aussi augmenter les épidémies de scolites. Donc, en bref, il va y avoir une accumulation de stress chez les arbres. Et ça va ils vont être moins résistants, mettons, au vent puis aux scolites aussi. Ça va modifier clairement les régimes de perturbation naturelle. Ça va aussi augmenter les interactions entre les régimes de perturbation. Ça va modifier la distribution spatiale, mais aussi la performance des insectes. Bon, maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, comment les aménagements pourraient influencer les perturbations naturelles? Il y a des liens qui sont déjà connus, des effets vraiment directs des aménagements sur certaines perturbations naturelles. Je n'ai pas parlé, mais
avec la plantation d'arbres affectés par la rouille vésculeuse du pin blanc, ben, on a directement amené une nouvelle perturbation qui est la rouille. Donc là, directement, on a fait en sorte d'augmenter sa fréquence. Ensuite, on a eu un contrôle actif du feu. Donc ça a réduit la taille et aussi la fréquence des feux sur le territoire que nous, on décidait de contrôler les feux. Puis aussi le contrôle actif des épidémies. Par contre, les éléments, en tout cas, les aménagements pourraient influencer les régimes de perturbation en modifiant la composition des peuplements. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs scénarios là, possibles à la suite des coupes forestières et de la plantation. Donc, il y a plus de peuplements de feuillus, plus de peuplements, mettons, purs de sapins ou d'épinettes. Il y a des peuplements mixtes, mais il y a aussi des peuplements de pins sylvestres. Donc, pour le feu, vu que les feuillus sont moins inflammables, ces peuplements-là, ça va faire en sorte de réduire la fréquence de feu. Donc, il va y avoir moins de feux, ils vont être moins sévères aussi. Tandis que les peuplements de conifères, ça va faire en sorte d'augmenter la fréquence des feux parce qu'ils vont être plus inflammables. Puis s'il y en a sur une plus grande surface, ça va être quand même assez gros. Pour les peuplements de feuillus, vu que ce n'est pas les espèces hôtes des insectes que j'ai sélectionnés, ça va faire en sorte de réduire les épidémies dans ces zones-là. Par contre, pour les peuplements des purs de leur hôte, ça va augmenter les épidémies. Ensuite, pour les peuplements mixtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les peuplements mixtes, il va y avoir les prédateurs naturels vont être plus actifs, il va y avoir plus de déplacements et ça va réduire l'efficacité des larves, donc les épidémies vont être un peu moins intenses. Pour les pins sylvestres, vu que ce n'est pas l'eau du scolyte, en Europe, s'il y a plus de peuplement de pins sylvestres, ça pourrait réduire les épidémies de scolyte. Ensuite, pour ce qui est de la répartition spatiale, ce sera pas long. Quelqu'un qui va avoir une coupe, mettons une coupe partielle dans ce cas-là, dans le cas de ma petite image, va avoir la création de bordures. Et ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va changer drastiquement les conditions de vent. Donc, le changement soudain de conditions de vent, ça va faire en sorte d'augmenter l'intensité, la sévérité, la taille des effets du vent. Parce que justement, les individus, ils ne seront plus acclimatés aux nouvelles conditions de vent. Fait que là, ils vont subir beaucoup plus des effets du vent. Et s'il y a plus d'effets du vent, ça va faire en sorte d'augmenter les épidémies de scolyte dans les peuplements où il y a des hôtes, bien sûr. Et s'il y a plus de mortalité causée par le vent, il y a plus de risques de feu aussi. Et un autre élément, s'il y a plus de scolyte, ça pourrait aussi augmenter la fréquence des feux. Donc ici, on pourrait avoir une intensification de l'intensité, de la sévérité, puis aussi de la taille de ces deux perturbations-là. Ensuite, ici, l'image, elle représente vraiment la mosaïque du territoire. Donc, le fait d'avoir beaucoup de coupes, mettons, de coupes totales sur un grand territoire, ça fait en sorte d'homogénéiser sur un grand territoire. Fait que là, pour la tordeuse, ça va vraiment être facile pour elle de se déplacer. Fait que là, elle va vraiment être performante, elle va pouvoir avoir accès rapidement puis facilement à de la nourriture. Donc ça pourrait justement augmenter ses performances biologiques, augmenter la sévérité des épidémies, la taille aussi, parce que plutôt que se retrouver juste dans une petite zone, maintenant, elle a le champ libre. Et ça pourrait aussi augmenter la synchronie spatiale. Donc, avant, si elle avait à se déplacer, ça lui prenait plus de temps à se déplacer d'un peuplement à un autre, mais là, tous les peuplements sont similaires. Fait que c'est vraiment pas long pour elle de se déplacer. Le fait qu'il y ait plus d'épidémies de tordeuses, ça pourrait augmenter, encore une fois, les feux. Donc, ça pourrait changer ce régime-là. Bon, maintenant, pour ce qui a trait à l'âge, là, ici, je voulais surtout parler du timing qu'il va y avoir entre la coupe ou la plantation et la perturbation. Donc, dans une situation en haut, c'est vraiment si les arbres ont le temps de se rendre à maturité, comme ça, ils peuvent fournir des semences, ils peuvent se reproduire facilement. Et dans le bas, c'est s'ils n'ont pas le temps de se rendre. Donc, pour le feu, s'ils ont le temps de se rendre à maturité, mais c'est correct. Si les individus sont adaptés, mettons les épinettes noires, ils vont avoir le temps justement de fournir des graines. Comme ça, si le feu il passe, ça va pouvoir coloniser le peuplement. Donc, dans ce cas-là, ça va, il n'y a pas tant de problème. Mais si les individus n'ont pas le temps de se rendre à maturité, ils pourraient avoir un échec de régénération parce que les individus ne peuvent juste pas fournir de graines. Ils ne sont juste pas matures. Donc, justement, le timing entre la coupe
Et la perturbation a quand même une importance par rapport à ça. Pour la tordeuse, dans cette situation-là, elle viendrait s'attaquer aux arbres matures parce que c'est son autre préféré, mais elle peut aussi s'attaquer aux semis. Donc, dans ce cas ici, où il n'y a pas d'arbres matures, elle pourrait se tourner vers la régénération et ça pourrait changer son régime alimentaire. Donc, en gros, l'aménagement forestier combiné avec les changements climatiques, c'est sûr qu'il va avoir un effet là, sur les régimes de perturbation. Et aussi, il va avoir plus d'interactions entre les différentes perturbations. Et ça va réduire la résilience parce que les peuplements ne seront plus adaptés justement aux nouvelles conditions des perturbations. Donc, dans le fond, en temps normal, là, les peuplements vont être capables de se régénérer. Mais s'il y a une augmentation globale de toutes les perturbations, les arbres ne seront plus nécessairement capables de se régénérer. Mettons, s'il y a un feu et que les arbres sont plus capables de se régénérer, les peuplements vont graduellement se tourner vers des peuplements de feuilles. Donc, pour la productivité, ça va avoir un lien direct parce qu'il va y avoir une perte associée déjà au stress lié au changement climatique ou la perte, on va dire, liée aux coupes forestières, mais aussi la perte liée aux perturbations. Pour ce qui est de la captation de carbone, sur un court terme, on pourrait s'attendre que la croissance des arbres, des feuillus, ça augmente la captation de carbone, mais sur un long terme, le fait qu'ils sont ils durent moins longtemps, leur longévité est plus courte. Mais sur un long terme, la captation de carbone, elle ne sera pas suffisante, elle ne sera pas comme des vieux peuplements matures de conifères. Et l'exploitation de feuillus aussi, elle émet beaucoup plus de CO2 qu'est-ce que les arbres sont capables d'emmagasiner, les feuillus sont capables d'emmagasiner. Donc, globalement, sur la productivité, ça pourrait quand même réduire la productivité globale des écosystèmes. Pour ce qui est de la biodiversité, ça va rendre la composition homogène. Donc, homogène, moins d'espèces, donc moins diversifiée. Ensuite, l'interaction changement climatique, coupe et régime, ça va accentuer la transition vers des peuplements de feuillus, puis vers des forêts tempérées. Ensuite, il va aussi avoir quand même une grande perte associée aux vieux peuplements de conifères, de vieilles forêts de conifères, s'ils sont plus capables de se régénérer. S'il y a beaucoup plus de perturbations, ils seront plus capables de se régénérer. Bon, maintenant, on sait que les changements climatiques vont arriver. On sait aussi que les changements des régimes de perturbations naturelles vont arriver. On sait qu'il va y avoir des répercussions des aménagements qu'on a faits dans le passé. On sait que les aménagements actuels sont plus ou moins adaptés aux changements qui s'en viennent. On sait aussi que les écosystèmes sont inadaptés ou pourraient continuer d'être inadaptés si on continue. Et tout ça, ça pourrait avoir vraiment des impacts importants sur la résilience des écosystèmes, sur la biodiversité et la productivité. Puis ça va compromettre aussi l'exploitation forestière qu'on fait. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est la direction exacte que les changements vont prendre. On ne sait pas exactement les feux, à quelle fréquence ils vont venir, on ne sait pas exactement. Mais on pourrait miser sur qu'est-ce qu'on sait maintenant. Donc, pour prévoir qu'est-ce qui s'en vient, plutôt que juste se baser sur on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, dans cette optique-là, comment qu'on pourrait prévoir l'imprévisible? En promouvant la résilience des écosystèmes, en maintenant justement la connectivité entre les différents peuplements, en conservant l'hétérogénéité entre les peuplements, comme c'est fait normalement et naturellement, de maintenir aussi la complexité des écosystèmes et aussi en conservant les écosystèmes aquatiques intacts. Comment qu'on peut faire, mais en se basant vraiment sur les perturbations naturelles, donc sur les perturbations secondaires, par exemple. Même si aujourd'hui, on essaie de se baser sur ça, on se base moins sur la taille. On essaie de faire un aménagement qui va bien partout, mais ça ne se peut pas. Ça se peut pas parce que chaque peuplement, il a hérité d'un passé. Puis ce passé-là, il va réagir sur comment ça s'en va dans le futur. T'sais? C'est ça. Fait qu'on pourrait adapter vraiment les aménagements en fonction du territoire et non l'inverse. Parce que là, actuellement, on fait l'inverse. On essaie d'adapter les écosystèmes avec ce que nous, on veut. Mais ça ne permet pas de conserver tous les attributs qu'on voudrait. Donc maintenant, on est vraiment à la croisée des chemins, puis on a deux choix. Soit poursuivre comme actuellement, ou soit développer des nouveaux aménagements qui pourraient être plus résilients, puis permettre d'atténuer les effets des changements climatiques et des changements de régime de perturbation. Donc voilà, merci.
Ok, c'est le moment de la question de la salle ici. Est-ce qu'il y a des questions pour Yanni? J'avais Elise? une question. Pourquoi dans les forêts mixtes, il y a plus de prédateurs pour les insectes, des épidémies? Je me souviens plus exactement, mais je pense que le fait là, qu'il y ait plus. Tu sais, mix, là, je l'ai vraiment représenté, pas de feuillus dans mes peuplements, mais tu sais, il y a souvent des feuillus aussi. Mais le fait que ce soit diversifié, il y a plus de prédateurs, mettons, liés aux feuillus, puis eux, ils vont aller manger la tordeuse, par exemple. OK. Fait que c'est pour ça. Tandis que dans un peuplement pur à 100%, mais c'est moins diversifié, il y a moins de prédateurs. Merci. Anna? J'avais une question. Déjà, c'était super intéressant, merci. Et, je voulais savoir, comme on va avoir au niveau des changements climatiques, là, on va avoir des changements au niveau de la phénologie de l'arbre et des changements au niveau de la phénologie de l'insecte. Est-ce qu'on pourrait avoir des fois, je ne sais pas si tu as vu ça, mais une asynchronicité au niveau des phénologies et du coup, ça pourrait permettre une meilleure production au niveau de l'arbre? Oui, ben ça, tu sais, j'avais comme tellement d'affaires à dire que ça, je l'ai oublié. Mais ce que j'ai oublié de dire qui est important, c'est que, tu sais, il y a une grosse partie du territoire qui est actuellement composé d'épinettes noires. Mais vu qu'avec les changements climatiques, ben, elle va débourrer plus tôt. Bon, on s'attend justement que la tordeuse, ben, elle change d'arbre hôte principal, puis que maintenant, ce soit l'épinette noire. Fait que, oui, il pourrait y avoir une asynchronie avec le sapin, mais une synchronie avec l'épinette. Fait que, Ouais, ok. Il y a toujours une espèce qui sera impactée en fait. ouais, ben, dans le cas de la tordeuse, là. Dans le cas du scolite, c'est pas lié à la phénologie. Fait que... Ok. Vous avez question pour Yanni? Non? Ok. Dans la salle, à distance, est-ce qu'il y a plus de personnes qui voulaient demander des questions? Moi, Julie Pascal. Allez, Julie. Oui, premièrement, Janie, super présentation, félicitations, c'était très complet et très intéressant. Je me demandais, selon tes recherches, là, ça serait à partir de quelles années ou quelle époque environ est-ce que l'activité humaine aurait commencé à avoir là, un impact sur le régime des perturbations naturelles? Ben ça aussi, je voulais le mettre, mais tu sais, vu que j'avais juste 30 minutes, je ne pouvais pas faire l'historique des perturbations, des aménagements. Là, attends, hop. C'est ça, c'est ça. Dans le fond, là, c'est vers la période industrielle où, là, dans le fond, là ça a l'air vraiment, là, il faudrait que je vous l'explique au complet, là. Mais c'est vraiment quand on s'est mis à sélectionner des arbres. Là, ouais, dans le fond, on a vu, là, parce qu'au départ, là, on a sélectionné des gros arbres, puis là, dans le fond, ça a eu un échec de productivité à long terme. Fait que là, on a déjà vu des impacts, mais c'est vraiment là, vers le début du 19e siècle, avec l'industrie de pâte et papier, au Québec en tout cas, que là, la coupe intensive de toutes les espèces conifères, que là, on a vu une transition vers les peuplements de feuilles. C'est là, à partir de cette époque-là, justement, début 19e siècle, je dirais, qu'on a commencé à avoir vraiment beaucoup d'impact. OK. Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. Très belle diapo en passant. Okay. Il a plus de questions à distance? OK, alors on vous invite à partir. Il y a les personnes à distance à partir aussi. Et merci d'avoir assisté aujourd'hui à la présentation. Oui, merci. J'ai dit 19.